Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouveau numéro de l'émission Quoi de neuf en histoire. Je suis Rassan Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Jean-Luc Chappey. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire des sciences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine. Vous êtes notamment l'auteur de La Révolution des sciences, 1789 ou Le Sacre des vivants. Et votre dernier livre s'intitule Pasteur et les antivax, aux éditions Agone dans la collection Mémoire sociale. Pour commencer, je renvoie nos auditeurs à un entretien que j'ai fait avec Michel Morange, qui est auteur d'une biographie renouvelée de Pasteur parue récemment. Pasteur a vécu entre 1822 et 1895, et vous, Jean-Luc Chappey, vous êtes plus particulièrement intéressé sur les 10 dernières années de sa vie, au moment où, après avoir travaillé sur les plantes et les animaux, il commence à s'intéresser, à expérimenter sur l'homme. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous dire la biographie de Pasteur pendant ces 10 dernières années, 1885-1895, pour situer un peu la période? Oui, ce sont des années un petit peu marquantes pour Pasteur. Hein. D'un côté, juillet 1885, date un peu fondatrice et mystique. On pourrait dire c'est le premier vaccin contre la rage, qui va le rendre encore plus célèbre qu'il n'est. Pasteur, rappelons-le, est né en 1822, c'est-à-dire qu'en 1885, c'est quelqu'un d'âgé qui commence à être malade. Néanmoins, il continue des activités scientifiques. Il se dote d'une équipe de collaborateurs qu'il va faire travailler, et d'autre part, il va lancer à partir de 1887 une entreprise de subvention pour justement parvenir à monter cet institut. Donc paradoxalement, c'est quelqu'un qui est en retrait et en même temps très actif, et on le verra, qui doit être confronté justement à de nombreuses oppositions. Donc on le sait, c'est quelqu'un qui correspond, qui voyage, non seulement en province, mais aussi à l'étranger. On va le voir, vous ne cherchez évidemment pas à égratigner le mythe de Pasteur, mais vous montrez les oppositions dont il fait l'objet, à la fois en tant que personne et en tant que vaccination. Et on verra que les opposants à Pasteur et les opposants à la vaccination ne sont pas forcément des catégories superposables. Le titre de votre livre, c'est Pasteur et les antivax, un terme qui a fait son entrée dans le dictionnaire en 2020. Pourquoi avoir choisi ce titre anachronique pour désigner le thème de votre livre? Alors il y a eu un petit côté provocateur, et pour justement montrer que derrière l'anachronisme, les anti-vaccinateurs n'étaient pas apparus d'un coup au XXe ni au XXIe siècle. Je suis en fait tombé sur la fondation en 1880 d'une ligue qui s'appelle la Ligue internationale des anti-vaccinateurs, et c'est en fait en tirant ce fil que je suis parvenu. Donc avec l'éditeur, on s'est dit que pour attirer en fait l'attention, on avait choisi ce titre de Pasteur et les antivax. On va voir qu'il y a en réalité, si je vous ai bien lu, 3 oppositions dans ce livre. L'une aux vaccinations, enfin la vaccination, principe de vaccination. La deuxième qui est une opposition au caractère obligatoire de la vaccination. Et enfin, la troisième qui est la vaccination telle qu'elle est réalisée par Pasteur. On peut peut-être commencer par celle-là. Qu'est-ce qu'on reproche exactement aux méthodes expérimentales de Pasteur en cette fin de 19e siècle? Alors d'abord, et je crois que c'est important, il ne s'agit pas de réhabiliter les opposants, mais de les prendre au sérieux et justement de voir un petit peu quels aient été leurs arguments. Donc comme vous le dites, il y a plusieurs arguments. Ce qui apparaît dès 1880, c'est-à-dire avant même le vaccin contre la rage, il y a un grand débat à l'Assemblée nationale qui est assez intéressant sur la vaccination obligatoire. C'est pas la première fois qu'il y a ce débat-là en France. On sait qu'elle est obligatoire depuis 1853 en Angleterre. Et en fait, on va voir toute une série d'arguments. En particulier, ce qui est intéressant, c'est l'argument de la liberté contre l'État. Derrière la vaccination, telle qu'elle commence à se pratiquer à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire au début du 19e siècle, si on peut rappeler en quelque sorte, la vaccination générienne se faisait de bras à bras. Et progressivement, à la fin du 19e siècle, eh bien, on va voir apparaître l'aiguille, etc. Et c'est ce qui pose problème. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est l'idée que, à travers un produit qu'on ne contrôle pas, l'État peut, en quelque sorte, intervenir sur le corps humain. Et il y avait un principe qui a été rappelé tout au long du XIXe siècle, qui s'appuyait sur le Code civil, c'est que sans l'autorité du père de famille et la liberté du médecin, ne pouvait pas supporter en quelque sorte l'intervention de l'État. Et ça, cet argument a été très vif. L'autre argument a été à partir de 1885 cette fois, avec le vaccin contre la rage, la méthode pasteurienne. C'est une méthode assez particulière.
On crée un vaccin qui n'est pas un vaccin naturel, qu'on crée en laboratoire à travers tout un ensemble de processus qu'on appelle l'atténuation vaccinale. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est un processus, un protocole qu'on ne voit pas. Et il faut savoir que, justement, dans ces années 1880-1885, au moment où Pasteur commence à se mobiliser sur ces problématiques. Au début, le vaccin, pour lui, c'est important pour soigner les animaux, le charbon du mouton, le choléra des poules, etc. Donc, il fait des expériences et ses adversaires à l'Académie des sciences et à l'Académie de médecine demandent de voir ce qu'il fait. Et Pasteur refuse. Il y a une espèce de secret de cette médecine ou de cette vaccination dans le laboratoire qui pose problème et qui suscite débat et donc des oppositions parce que ça suscite des suspicions. Oui, c'est-à-dire que Pasteur mène ses recherches en laboratoire, ça n'est pas un médecin, et donc il n'a pas d'exercice dans un service clinique, et vous avez parlé de ses opposants dans les académies scientifiques. Est-ce que justement on ne lui reproche pas aussi de ne pas être médecin ? Tout à fait, c'est le chimiste qu'on attaque. Alors naturellement, Pasteur s'entoure très rapidement de médecins, de jeunes médecins, de collaborateurs qui vont avoir des carrières brillantes, Granger, Boardel, etc. Mais lui n'est pas médecin. Lui, en fait, il se construit une réputation à partir des années 1850-1860, sur tout un ensemble de procédures chimiques, travaux sur la fermentation, sur les levures, etc. Et c'est vrai que, je dirais, ce statut de chimiste va lui poser problème, puisque on va systématiquement, et en particulier les premiers opposants qui sont des médecins, vont lui reprocher de ne pas être un homme du métier. Et d'ailleurs, ce n'est pas lui qui injectait les vaccins chez les humains pour ne pas finalement être accusé d'exercice illégal de la médecine. Exactement, voilà, tout à fait. Vous avez dit dans votre réponse précédente que la vaccination était générienne. Donc on peut rappeler que les premiers temps de la vaccination, c'est au XVIIIe siècle en Angleterre, sous la houlette du médecin anglais justement Edward Jenner. Est-ce que un siècle plus tard, au moment de Pasteur, est-ce qu'il y a encore des opposants au principe même de la vaccination, ou est-ce que c'est quelque chose qui est intégré dans les pratiques et les consciences ? Alors il y a eu toujours des des opposants, même si en France en fait c'est assez paradoxal parce que il n'y avait pas d'obligation vaccinale avant la loi de 1902. Néanmoins, en fait, dès le début du 19e siècle, l'État, Napoléon et puis la Restauration, etc., cherchent à imposer la vaccination aux élèves des écoles primaires, par exemple, aux soldats. Il y a toujours une suspicion sur cette procédure. Au début du 19e siècle, on craint en quelque sorte, c'est donc vaccination contre la variole. On craint que quand ça se faisait de bras à bras, c'est-à-dire qu'on prenait un bras infecté et on touchait un autre bras sain. Et en particulier les membres de la bourgeoisie craignent, parce que très souvent les gens qui sont infectés les premiers sont des enfants abandonnés. Ils craignent en quelque sorte que ces enfants soient porteurs d'autres maladies. Donc il y a cette idée que derrière la vaccination, certes ça peut soigner, mais ça peut rendre malade. Et cette idée-là va traverser le 19e siècle et va retrouver en quelque sorte une actualité à partir de 1885. Vous montrez donc que c'est essentiellement le troisième volet de cette opposition, c'est-à-dire celui sur le caractère obligatoire de la vaccination, aller, comme vous l'avez dit, contre finalement les préconisations d'un bon père de famille, qui sont essentiellement celles qui s'expriment. Qui sont les opposants ? Qui sont les tenants de cette ligne ? Alors il y a beaucoup d'opposants, c'est ça il y a toute une strate d'opposants. Alors il y a les opposants qui vont se réunir justement dans cette ligue internationale des anti-vaccinateurs qu'on va retrouver à Paris en 1880, à Cologne, qui est une ligue internationale qui réunit les opposants français, surtout anglais. Le mouvement anglais est très structuré en fait dès les années 1850, qui sont eux fermement contre l'intervention de l'État. On va trouver des médecins, pour l'essentiel des réformateurs que l'on peut classer à gauche, proches des milieux socialistes, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Ce sont des gens de gauche qui véritablement ont un discours politique. En 1880, ces acteurs s'en prennent autant à Pasteur qu'à Jules Ferry. L'un est accusé de vouloir vacciner les corps, l'autre de vouloir introduire par l'école en quelque sorte des vaccins des esprits. Donc ça, cette première ligne politique en quelque sorte va durer, et cette ligue en France va avoir pas mal va attirer de nombreux médecins et des proches, on pourrait dire, des nostalgiques de la Commune de 1870. Des gens qui vont reprocher à Pasteur d'être l'homme du Second Empire et l'homme de l'État, l'homme de la République qui veut en quelque sorte intervenir. Foucault dirait, dans une sorte de politique allant de la biopolitique. Et c'est à cette
à ce niveau que se situent les oppositions. Il y a d'autres opposants qui vont être issus de groupes très actifs à ce moment-là, en particulier ceux qui sont les défenseurs de la cause animale. N'oublions pas que le premier institut Pasteur se trouve rue d'Ulm, et je le compare à un véritable zoo. À partir des années 1880, pour ses expériences, Pasteur a besoin de très nombreux animaux, des chiens, des singes, etc. Et les voisins se plaignent de la promiscuité, des cris de douleur qu'ils entendent. Et donc, Pasteur va devenir en quelque sorte le symbole de la souffrance animale, en quelque sorte, et va susciter autour de lui tout un ensemble de gens. On va trouver Louise Michel, par exemple, on pourrait dire des influenceurs de l'époque, qui vont véritablement animer dans la presse. Et tous ces mouvements vont à un moment donné se cristalliser. On est dans cette période 1887-1890, autour du mouvement populiste qu'on appelle le boulangisme. Et un des porte-paroles de ce mouvement, Henri Rochefort, va devenir la plume quasiment quotidien pour distiller tout un ensemble de fake news sur des morts possibles autour de l'Institut Pasteur qu'on enterrait la nuit dans le secret. Quels sont justement leurs moyens de diffusion? Est-ce que c'est des journaux? Est-ce que c'est des actions publiques? Et puis, quels sont les moyens de leurs oppositions? Alors, principalement la presse, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu vraiment travailler sur ce dossier, puisque la presse fait écho largement. Et puis les assemblées, les cours publics. N'oublions pas la fin du XIXe siècle. Alors on sait par la presse que finalement les assemblées des anti-vaccinateurs réunissent très peu de gens, mais ils sont puissants parce qu'ils sont relayés à l'extérieur par d'autres réunions, par d'autres associations. L'animateur de cette ligue des anti-vaccinateurs, qui est un Belge, s'appelle Hubert Bohens, participe à de très nombreuses réunions publiques dans ce Paris des années 1880-1890, est invité en province. Donc, sans attirer les foules, ils parviennent néanmoins, à agiter les esprits, et on le voit à travers certains témoignages de journalistes, à faire douter, à créer du doute finalement sur la pertinence et l'efficacité des vaccins. Et une de leurs premières actions, c'est peut-être la plus importante et la plus marquante, et une des plus précoces aussi, c'est le fait d'avoir réussi à bloquer en 1880 une proposition de loi d'un député de la Meuse, Henri Liouville, qui proposait de rendre obligatoire la vaccination et la revaccination contre la variole. Quelle portée ça a? Est-ce que ça met un coup d'arrêt au développement de la vaccination, ou est-ce qu'on est vraiment juste reculé dans le temps? Ça met un coup d'arrêt. Il y a eu d'ailleurs ces discours et ces débats n'étaient pas étudiés. Il y a eu un long débat en fait à l'Assemblée nationale sur cette question-là. Et il faut savoir que les membres de la Ligue internationale des anti-vaccinateurs se font en effet recevoir par le président de la République de l'époque, par différents ministres, et finalement ce coup d'arrêt va être important, va avoir pas mal d'influence par la suite. Et il faut savoir que pendant ce moment-là, il y a, au-delà de la vaccination, on parle de Pasteur parce que c'est couplé avec les demandes récurrentes faites par Pasteur d'avoir des dotations de l'État. Il ne faut pas oublier que les expériences de Pasteur sont secrètes, elles coûtent cher. Il a besoin, et en fait, pendant ce discours-là, c'est aussi à ce moment-là que se révèlent certaines hostilités à subventionner Pasteur, qu'on considère, certains députés étant médecins, qu'on considère déjà bien lotis et qui n'aient pas besoin en quelque sorte de financement pour développer ces vaccins. Vous dites aussi que on attaque Pasteur parce que ça permet aussi d'avoir son petit quart d'heure de gloire médiatique, non? Parce que Pasteur devient une figure importante, incontournable, et vous dites que certains l'attaquent parce que c'est bien de publier un article anti-Pasteur, ça fait de la visibilité. Bien sûr, à côté, je dirais, des opposants, un petit peu convaincus. Alors parmi eux, c'est vrai que je parle pas mal, par exemple, des fils Raspail, qui vont jouer justement sur l'opposition entre leurs pères, qu'ils érigent en figure du médecin en quelque sorte démocrate, et qui est au pied du malade en fait, proche de la clinique, qu'ils opposent à la figure du pasteur secret, etc. À côté de ces figures qui parlent aussi bien à l'Assemblée, dans les académies, il y a en effet tout un ensemble de pamphlétaires qui vont se saisir de cette affaire pour se construire une véritable réputation et alimenter en quelque sorte tous ces bruits autour des dangers supposés réels de la vaccination. Est-ce que ces anti-vaccinateurs s'intègrent aussi à d'autres luttes? Parce qu'on a dit que c'était
un combat contre le caractère obligatoire et donc contre le caractère intrusif de l'État. Est-ce qu'il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui une intersectionnalité avec d'autres luttes contre les privations de liberté? Voilà, ce qui est important, c'est qu'il y a les animaux. Ça, les antivivisectionnistes, c'est-à-dire ceux qui s'opposent aux expérimentations sur des animaux vivants. Tout à fait. Donc ça c'est très important, parce que on le sait, à partir des années 1850, à travers tout un ensemble d'associations, de ligues, ces voix sont particulièrement influentes. Et puis il y a un certain nombre d'autres combats, le combat féministe. Il faut savoir que les femmes, j'ai parlé tout à l'heure de Louise Michel, il y a Marie Huot, qui mène aussi des combats en faveur des femmes et finalement contre les figures comme ça un peu dominantes du savant consacré par la République. Il y a d'autres luttes que j'ai un peu découvert et qui peuvent expliquer d'ailleurs que l'Institut Pasteur n'a pas eu ça n'a pas été facile de le situer dans Paris. Un certain nombre de membres de la municipalité de Paris refusent que Pasteur s'agrandisse autour de la montagne Sainte-Geneviève. Et on retrouve là, si vous voulez, des luttes entre le pouvoir local et le pouvoir national au sein même de Paris. On sait que la municipalité de Paris a très peu de pouvoir, mais certains membres de cette municipalité vont en quelque sorte faire jouer leur hostilité à l'État républicain en affrontant Pasteur et en refusant qu'il puisse s'agrandir autour de la rue Drume, l'obligeant à aller dans des zones insalubres du 15e arrondissement. Alors pour l'anecdote, nous enregistrons dans le 15e arrondissement, nous sommes au métro Pasteur et juste derrière la rue du Docteur Roux, qui était donc le collaborateur de Pasteur, et donc on est juste à côté de l'Institut Pasteur. Ça n'est plus le Marais que c'était à la fin du 19e siècle. Alors parallèlement à ces oppositions contre la vaccination, vont montrer qu'il y a des attaques contre la personnalité, ad personam de Pasteur. On lui reproche ce qu'on appellerait aujourd'hui un conflit d'intérêts entre à la fois ses recherches subventionnées publiquement et les éventuels revenus qu'il peut tirer de la vente de vaccins, notamment animaux. Qu'est-ce qu'on peut dire sereinement du rapport de Pasteur à l'argent ? Pasteur est un homme d'argent. Alors, on peut être choqué. Faut pas oublier que depuis le XVIIIe siècle, on parlait de Buffon, Lavoisier, sont des entrepreneurs. Ils font de la science, ils sont devenus personnalités scientifiques parce que ce sont des gens riches. Pasteur, dès les années 50-60, va en quelque sorte avoir une double carrière, une carrière de scientifique, et qu'il va développer, ses activités scientifiques sont développées par les liens qu'il a avec le milieu d'affaires. On pourrait dire c'est aussi le produit du capitalisme naissant. Il est proche des milieux d'affaires, des banquiers, des financiers, des agronomes, des industriels. Il travaille pour eux. Il dépose des brevets et grâce à l'argent qu'il tire, naturellement, il va développer de nouvelles recherches. C'est un nouveau modèle de scientifique qui apparaît là, mais qui s'inscrit dans une histoire assez longue. Mais c'est vrai que ces critiques-là apparaissent particulièrement au moment où il lance cette grande campagne de souscription pour l'Institut national. Il est aidé par qui ? Par les grandes familles de commerçants français. La veuve Boucicaut, par exemple, qui va lui donner des millions. Et ça, naturellement, ça cristallise l'hostilité. On veut voir en Pasteur un homme d'argent qui n'est pas forcément très proche de la République, qui a commencé sa carrière également sous le Second Empire. L'Institut Pasteur est créé en 1888. À ce moment-là, Pasteur est quand même très puissant. C'est aussi un symbole quelque part du renouveau français, de la fierté après la défaite de 1870. Est-ce que ces critiques-là dont on a parlé, est-ce qu'elles sont audibles et qui sont ses adversaires les plus constants ? Alors, elles sont finalement assez peu audibles. On le voit bien, elles peuvent jouer un rôle à Paris. Elles sont très peu audibles finalement en province, même si à un moment donné, Pasteur se plaint de visites qu'il fait dans certaines villes de province et certaines municipalités sont, selon lui, assez hostiles. Bon, néanmoins, ces critiques, en fait, elles vont être assez courtes. On va assister très rapidement à un retournement, en fait. Dès les années 88-89, au moment justement du centenaire de la Révolution française, Pasteur devient le grand homme. On dira bientôt le bienfaiteur de l'humanité. On le voit en particulier dans certaines critiques que font les anti-vaccinateurs contre justement les partisans de Pasteur, Marie Huot, etc., qui interviennent dans les amphithéâtres de la Sorbonne en 1889, sont rejetés, sont pas du tout justement accueillis de manière assez indifférente, mais font l'objet d'une certaine hostilité. Donc on peut dire que ces critiques vont se radicaliser assez rapidement, mais finalement vont disparaître également assez rapidement. Est-ce qu'elles disparaissent aussi parce que on voit quand même malgré tout que la vaccination contre la rage est efficace ? Bien sûr. Pour que la vaccination soit efficace, encore faut-il que l'animal soit enragé, que le virus atteigne la moelle épinière et que les patients développent des symptômes. Donc tout ça fait que
ce n'est pas parce qu'on est mordu par un chien qu'on va forcément développer la rage. Donc au début, il y a des discussions sur les statistiques, quel est vraiment le pourcentage de gens sauvés et le nombre de gens sauvés, mais quand même assez vite, on voit que ça a l'air de marcher. Donc, vous avez parfaitement raison. En 85-86, justement, les anti-vaccinateurs peuvent s'appuyer sur des histoires, les fameux patients russes qui seraient venus à Paris se faire vacciner et qu'on dit complètement morts. En fait, c'est le principe même du vaccin qui est mis en place. On sait très bien que la vaccination, il faut attendre un certain nombre de jours, de temps. Il y a une temporalité. Et cette temporalité, les adversaires vont essayer de la saisir pour montrer l'inanité de ce traitement. Mais finalement, sur la longue durée, on voit très bien que le vaccin est efficace et que ce vaccin qui va très rapidement, d'ailleurs, on va parler d'autres maladies à partir des années 1890, également, je dirais, les partisans de Pasteur commencent à le publier, c'est-à-dire que cette culture du secret également cesse. Donc finalement, les adversaires de Pasteur sont obligés progressivement de s'en tenir finalement à un discours qui devient un discours très idéologique. Et on voit d'ailleurs comment à partir des années 1890 et jusqu'à la mort, voire après la mort de Pasteur, finalement le débat est moins sur la vaccination et sur les effets de la vaccination que sur la nature de la médecine. C'est ça, c'est là qu'on va retrouver chez certains médecins, en particulier chez le Hubert Bohin, cette idée de la médecine néo-hippocratique qu'on appelle déjà à l'époque la médecine holistique. C'est-à-dire mettre en cause non pas l'efficacité du vaccin forcément, mais le fait que a-t-on besoin de vacciner pour soigner. C'est ce déplacement en fait vers lequel leur permettre une porte de sortie en fait. Et justement, ça c'est la deuxième partie de votre analyse. Vous élargissez ce débat sur la vaccination, vous l'intégrez dans les transformations de la société et dans la consolidation de la Troisième République. Vous écrivez que dans cette nouvelle science que Pasteur fait en laboratoire, en fait, elle s'inscrit dans un modèle d'une république qui promeut un nouvel ordre social et politique. Qu'est-ce que vous entendez par là ? En fait, alors je suis pas le premier à penser ça, Bruno Latour, etc. On s'aperçoit que l'idée même de microbes, de vaccination, progressivement devient en fait un enjeu politique. Se faire vacciner, et on le pose comme ça à partir des années 1890, se faire vacciner devient en quelque sorte une sorte de devoir pour être républicain. Donc naturellement, les adversaires disent on n'a pas besoin de faire ça, mais progressivement la République va faire émerger cette idée-là que être responsable, être solidaire, c'est tenir compte en fait du fait qu'on est tous responsables individu par individu. Et toute la Troisième République qui cherche justement à contrer cet individualisme qui parcourt en quelque sorte cette peur d'une société après la Révolution qui deviendrait individualiste, grâce au vaccin, finalement, on retrouve une sorte de communauté. Les contemporains parleraient de solidarité, en fait, autour de Léon Bourgeois, etc. Des philosophes commencent à réfléchir à l'effet que peut avoir finalement la découverte de Pasteur sur la nature républicaine. Et il me semble qu'on a là, si vous voulez, une étape importante pour repenser en quelque sorte une manière de souder en quelque sorte cette société. Et c'est pour ça que indéniablement ces années 1880-90, je dis là pour un spécialiste de la Troisième République, ce sont des choses assez banales, mais ce qui m'intéressait moi, c'est de prendre en quelque sorte Pasteur en voyant qu'il n'y avait pas une évidence vaccinale, et finalement qu'on a toujours, et c'est complètement normal, cette idée du grand homme qui aurait émergé comme ça de la République. Et finalement, il y avait un médecin dans les années 80, un très grand historien de la médecine, qui s'appelait Jacques Léonard, qui avait posé la question comment peut-on être pastorien à la fin du XIXe siècle ? En fait, moi, je n'ai fait que reprendre cette question en disant ce n'est pas une évidence. Et je pense que la victoire de Pasteur est une victoire médicale, scientifique, incontestable. Ça rentre aussi dans une dynamique politique qui a permis en fait à cette Troisième République, qui, n'oublions pas, était encore très fragile dans ces années 85-90, était contestée aussi bien par la droite que par la gauche, à créer une nouvelle idéologie républicaine. Si on veut reprendre un petit peu les propos de Claude Nicollet, qui n'intégrait pas, je dirais, cette dimension que j'ai essayé, moi, modestement, d'intégrer dans cette période.
Oui, parce qu'on fait de Pasteur une espèce de héros de la République, alors que lui, il était très proche de Napoléon III, de l'impératrice Eugénie, c'était pas forcément un républicain convaincu. Mais ses découvertes, son avancée scientifique, et puis peut-être aussi ce retour de la fierté après la défaite de 1870 font qu'il est quelque part récupéré par la République. Bien sûr, il est récupéré. N'oublions pas, c'est quelque chose qu'on n'interroge pas, mais il n'est pas panthéonisé. Ils ont refusé, la femme a refusé, c'est la famille, voilà. La famille a refusé la panthéonisation. Très bien, mais on peut s'interroger quand même sur le symbole. Ce n'est pas justement parmi les grands hommes ceux qui ont accepté cette intégration dans la République. Vous écrivez d'ailleurs, en parlant de cette nouvelle société, les microbes s'imposent désormais comme des acteurs incontournables du monde social. Et donc, c'est-à-dire, on en revient à ce que vous avez dit, ils changent de symbolique. Le fait de se faire vacciner, ça n'est plus seulement un droit, mais ça devient un devoir aussi, pas seulement individuel, mais vis-à-vis de la société. C'est ça, c'est créer en fait une nouvelle communauté via les microbes, où le vaccin ne serait pas simplement un moyen thérapeutique, mais aussi un moyen politique pour construire une nouvelle forme de vivre ensemble. Et les contemporains l'avaient très bien compris. Non seulement d'ailleurs les partisans et les adversaires, il y avait aussi un autre modèle. Eux disaient que voilà, il fallait construire la République sur autre chose, sur d'autres formes de communauté. Je pense que là, il y a eu un véritable, de véritables oppositions entre des modèles républicains différents. Et si on admet que cette vaccination, ça devient une responsabilité collective, il faut aussi mettre en place des institutions pour la mettre en œuvre. L'une des questions qui est aussi contemporaine aujourd'hui, c'est de savoir comment lutter contre des potentielles dérives. Et vous parlez justement d'un livre qui est contemporain de Pasteur, qui est Les Morticoles, un livre de Léon Daudet en 1894, donc un an avant le décès de Pasteur. Alors, est-ce qu'on peut dire en quelques mots de quoi il s'agit et est-ce que justement ce livre qui dénonce une éventuelle dictature médicale, est-ce qu'il a été écrit avec cet esprit de lutte contre la nouvelle science? Alors c'est ça moi qui m'a vraiment intéressé. Dans ces années 90, il y a un mouvement qui va être d'ailleurs conduit par des gens très connus, Brunetière par exemple, très critique envers les sciences, envers le scientisme en quelque sorte. Et ce qui m'intéressait, c'était justement de mettre en parallèle Pasteur qui pouvait incarner en quelque sorte ce nouvel esprit scientisme. Il y a Léon Daudet qui rédige un pamphlet anti-scientiste, où justement le pouvoir totalitaire serait incarné en quelque sorte par ces figures médicales auxquelles il donne. C'est véritablement un roman noir du XIXe siècle. Il n'y a pas que lui qui fait ça. Louise Michel également fait ça. On s'aperçoit que dans la littérature, il y a tout un ensemble de l'émergence de personnages assez sombres, on va dire des monstres. C'est véritablement Jekyll et Mr Hyde de la fin du XIXe siècle, qui, il me semble, peuvent être mis en parallèle justement à cette victoire de Pasteur. Comme si, en effet, à travers ces romans, il s'agissait de peut-être pas dénoncer la médecine, mais de dénoncer certaines dérives que pouvait avoir un discours, des pratiques médicales qui n'étaient plus en quelque sorte celles du début du XIXe siècle. Et qui était une médecine qu'ils appelaient industrielle ou proche d'une médecine du laboratoire. Pourtant, vous reconnaissez quand même que déjà à l'époque, les interrogations sur la vaccination, l'outil vaccin et la politique de vaccination étaient quand même légitimes, ces questionnements. C'est-à-dire qu'il se serait trop facile de les écarter d'un revers de bras. Bien sûr, c'est pour ça que c'est important de montrer. Alors c'est vrai que tout ça va finalement, vous voyez, quand je dis qu'ils vont disparaître, ces critiques disparaître, en tout cas sont mis sous silence. J'ai été intéressé à, finalement, la loi de 1902 ne fait pas l'objet de très nombreux débats. C'est la loi concernant? C'est la loi qui rend obligatoire la vaccination contre la variole et ne fait pas trop d'opposition. Alors ces oppositions perdurent, elles vont perdurer, on le sait jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, à travers à chaque fois une réactualisation de la mémoire de cette ligue des anti-vaccinateurs. Mais c'est vrai qu'on est à un moment donné, ce moment, on va dire 1880-1895, à une sorte d'apogée de ces critiques. Et qui vont faire en quelque sorte que la vaccination devient progressivement une arme de la République. Vous avez dit que la loi de 1902 avait finalement fait peu de bruit comparativement au projet de 1880 qui avait été rejeté. Et évidemment, ces débats sont réintervenus en 2020. Mais est-ce qu'entre 1902 et 2020, est-ce que les débats pour ou contre la vaccination, son déploiement, le caractère obligatoire, etc., est-ce que ça a disparu? Est-ce que ça a été passé sous silence et émerger à nouveau en 2020? Ou est-ce que ce sont des débats qui ont
parcouru le XXe siècle. Ça n'a jamais disparu. À chaque fois qu'il y a un problème, bon, alors c'est pas forcément en France d'ailleurs, hein, on voit ça de manière internationale dans les années 40 au Canada, aux États-Unis, etc. Finalement, ce qui est intéressant, on pourrait suivre finalement la diffusion de ce discours à travers les rééditions d'ouvrages. C'est toujours en fait les mêmes figures qui apparaissent, les mêmes arguments. Et c'est un petit peu, je vous cacherai pas, un petit peu l'objectif de cet ouvrage. C'est pas forcément de montrer, parce que ça on l'avait fait avant moi, que les anti-vax n'existent pas depuis le 19e, mais qu'il y a un moment donné, en tout cas pour la France, où ce discours d'anti-vaccinateur a eu une audience, et que finalement il sert de vivier encore aujourd'hui, de vivier politique, idéologique, à toute une critique contre la vaccination. Et finalement, ce livre, il a été fait pour montrer que, après le Covid, que la question de la vaccination est une question, selon moi, profondément politique. Elle relève du discours médical et de l'autorité médicale. Mais je pense qu'il serait faux de dire que c'est parce que aujourd'hui on a perfectionné la vaccination, etc., qu'on résoudrait tout le problème. En particulier de ce qui se passe un petit peu en France, où on voit, ou aux États-Unis, où on voit finalement que la vaccination, qui peut paraître comme une évidence, ne l'est pas. Et je pense que ce discours doit être un discours politique. Et je pense qu'en particulier, l'histoire des sciences et l'historien des sciences peut avoir une fonction pour justement permettre, non pas de cacher ou de dire aux gens c'est un peu trop complexe pour qu'on vous explique, mais au contraire de pas hésiter à prendre, à bras le corps les problèmes que peuvent poser les vaccins. On a le droit de se poser légitimement des questions sur les vaccins, mais essayer d'y répondre. Voilà. Oui, c'est un message vraiment important de votre livre, c'est-à-dire que il est logique de se poser des questions, et la meilleure façon de traiter ces questions, c'est d'y répondre de manière scientifique, et pas de dire lui il est anti-vax, complotiste, etc. Et d'ailleurs ça entraîne des radicalisations de certains discours. Est-ce que justement il y a des figures de ce mouvement anti-vaccinateur de la fin du 19e siècle que vous avez vu récupérer dans les médias à l'occasion de la crise du Covid? Oui, Henri Béchamp, celui qui s'était opposé à Pasteur, qui va être réactualisé dans les années 1880-1890, qui aujourd'hui est une figure, on va dire, mythique de tous ces mouvements. Il suffit de se regarder sur les réseaux, sur Internet, etc. Hubert Bohins, en fait, finalement, moi je le connaissais pas trop, mais on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui est assez connu, puisqu'on va rééditer un certain nombre de ces ouvrages. Donc ces milieux, en quelque sorte, anti-vaccinateurs, se créent, également des anti-panthéons, pourrait-on dire, ou des panthéons. Mais en effet, c'est un certain nombre de textes et de figures réapparaissent comme ça, en fonction un peu de l'actualité. Alors, et vous contribuez évidemment à les remettre en lumière, et c'est une de mes questions. Est-ce que les historiens, parce que j'ai pas été capable de retrouver cette information, est-ce que des historiens ont fait partie des comités d'experts scientifiques multiples qui ont été mis en place là à l'occasion du Covid? Est-ce que les historiens ont été consultés à côté des médecins, des épidémiologistes, etc., etc.? Non, il y a eu des anthropologues, il y a eu des représentants des sciences sociales, mais il n'y a pas eu d'historiens. C'est sûrement une erreur, d'autant plus que il faut savoir qu'il y a beaucoup d'historiens qui actuellement, avec des sociologues, travaillent sur justement les problèmes de l'attestation, les problèmes de donc je pense que les historiens ont leur rôle à jouer, mais n'ont pas été justement mobilisés au moment du Covid dans ces très nombreux conseils qui ont été créés. Et dernière question, vous l'avez écrit quand, ce livre? Pendant le confinement? Non, après. Mais l'idée vous est venue pendant le confinement? Bien sûr, c'est par rapport en fonction des cours que j'ai pu donner. C'est comme ça que j'ai pu découvrir la Ligue des anti-vaccinateurs. Non, je pense que finalement je l'ai écrit après pour justement essayer de me dire c'est aussi une réaction. C'est aussi une réaction contre, je considère, non pas le silence qui pèse sur cette période du Covid, mais je trouve qu'on ne parle pas assez justement de ce qui s'est passé pendant le Covid. Et en tant qu'historien, moi je peux pas écrire quelque chose d'une enquête sociologique. Je me suis dit, en se saisissant de cet objet, c'était aussi une manière de revenir sur un certain nombre de questions, de problèmes qui s'étaient posés pendant cette période, en particulier au sujet des anti-vaccinateurs, puisqu'ils ont été nombreux, ils ont été assez puissants. Ils se sont réunis, ils ont trouvé des figures, médecins à Marseille, etc. Et je trouve qu'on fait comme si, on fait pas comme si rien ne s'était passé, mais je trouve qu'on devrait en parler plus et peut-être plus réfléchir aux enjeux politiques des questions qui sont posées pendant cette période. On a dit en préparation de l'entretien que là, on a commémoré les 5 ans du Covid et que finalement, ça avait fait la une de la presse pendant quelques jours et puis c'est tombé un peu dans l'oubli.
En tout cas, votre livre, Jean-Luc Chappey, permet de remettre un peu la lumière sur ces débats qui sont importants et surtout de montrer qu'ils ont plus d'un siècle et qu'ils sont vraiment permanents. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Pasteur et les antivax. C'est déjà disponible aux éditions Agone, donc on peut le trouver en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain numéro. Merci beaucoup. Merci, au revoir.